I will formulate it in English so that all four of you may engage with what I'm thinking. It's more akin to an observation, but I'm curious to know what you think about it. When I hear you present and the kind of like present a certain lineage of images with which you work, or history of images in the unfolding of knowledge in astronomy, in artist projects, I feel that there are different forms of engagement to those images. It's as if it gave me the impression that from an astrophysics perspective, you're like looking through windows at the cosmos, and those windows would be telescopes, software, algorithms, statistics, all the tools that are that become vectors of knowledge that may help observe the cosmos more efficiently. And I feel that artists, so while astrophysicists look through windows at the cosmos and are paying attention to the cosmos and are working hard to explain it, decipher it, and render it, I feel that artists are looking at the windows through which we look at the cosmos and are paying attention to the tools and methodologies and languages, everything that is being used to convey a sense of the cosmos. I really got this impression when Robert Lamontagne was talking about all these images that radically displace our sense of human subjectivity, how all these images are vectors of a huge decentering of human perspective, and how astronomy is a key player in overcoming our anthropocentric limits in the way we look at the cosmos and understanding. But then suddenly when I hear Bettina and Jean-Pierre Aubé talk about their projects, it brings us back way closer to home in something that I would be tempted to call like our cosmic hood, like in an orbital space more, but also mostly back to our own cultural projections, back to our computers, softwares, tools, the mechanics of knowledge, basically. And I'm just curious, what do you think of that? Do you think that images are convey just different knowledge to astrophysicists and artists? I wonder. Yeah. Well, maybe I have an idea about that. I think it's a question of purpose. Why you're making these images? And what are they outcomes of research? I think in the science context, they're outcomes and manifestations of research, and their purpose is to communicate abstract concepts and ideas, especially in astronomy, where the concepts that we're working with are so beyond a human capacity to understand. Wrapping your head around an astronomical unit and that a light year seems fantastical until you start considering the local group of galaxies, and looking at the Hubble deep field imagery. What I feel that we're doing as artists is not describing what, but asking why. Like, why are we looking out there? I concentrated my presentation on one project, but so there's another spin-off of the whole idea of naming things on the moon. There's a lunar map that I made that looks very much like an Earth map that also has superimposed, territories in those beautiful, pastel-y colors that we use to outline at random where we think countries are and territories that belong to certain people. And, what would the moon look like if we started to actually colonize it? Here on Earth, we're saying colonization, ooh, bad word. But when we go out in space, colonization is awesome, right? Do we ever question what that means when we go out to colonize something? I had a long conversation with Margaret Race at SETI. She's a planetary protection scientist. And it was her idea to protect other planets from us. When she got her gig at NASA, they asked her, well, we're sending stuff to Mars and it's going to come back, and we're really concerned about contamination from Mars on Earth. And, Margaret, what can we do about it? You're an environmental scientist. And Margaret said, well,
You know, there's a bunch of things that we can do, but have you thought about what we're bringing up there? You know, we don't own the place. And we are so anthropocentric, and I think that's where we kind of dovetail. But what artists bring to the table is, you know, it's critique. It's not just pretty pictures. And so often artists are brought into art science projects, and you know, I'm seeing that in my PhD, where we're looking a lot of like STEAM education, where we're adding art to STEM, and usually the A part for art is we built a robot that's painted pink, and now it'll be for girls. Awesome. That's not what art is. We don't go in at the end and make stuff look pretty. We're right at the beginning, and we ask hard questions. And I think that's, you know, that divergent sideways thinking is where we come from, and that is the purpose of our images. So that's why I would say that it's not really a dichotomy, but it's more like a dovetailing. I kind of spoke for you. No, I know. It's hard. It's really hard question. Moi, ce que je pensais en fait tout à l'heure, c'est cette idée d'inversion, en fait, à partir du moment où est-ce qu'on regarde à travers le télescope, l'image devient nécessaire. C'est un peu la première occurrence, en fait. À partir du moment qu'on utilise des outils, il y a comme une espèce d'inversion. Évidemment, Foucault parle de l'auteur. Moi, je la voyais beaucoup aussi en termes de qui va avoir l'autorité sur peindre le monde qu'on voit. Puis on voit que l'autorité, d'une certaine mesure, elle change. Et puis, donc moi, où est-ce que j'essaie de m'immiscer, c'est justement dans cette espèce d'incompréhension-là. Monsieur Lamontagne en a parlé, hein, quand on parle de milliards, à un moment donné, les gens en face de nous, ils ont l'impression qu'ils vont, je veux dire, ça crée presque de l'angoisse. Et puis c'est justement un peu sur cette chose-là que moi je travaille, c'est-à-dire que si je m'intéresse à l'outil, si je m'intéresse à la méthode, si je comprends un peu comment ils sont arrivés à cette réflexion-là, je peux en tirer une image qui fera peut-être peut-être qu'il va créer le même sentiment de vide, mais qu'il va le créer avec d'autres paramètres. Parce que pour moi, les solutions, ultimement, de faire mon image, à partir de l'idée de la méthode, toutes les solutions sont déjà en art. C'est-à-dire elles ont déjà toutes été peintes d'une certaine mesure, plus ou moins. Par exemple, si je prends je pensais à un Molinari, je visite un musée à Molinari, et le Molinari va me donner l'idée, en fait, d'utiliser un certain type de graphique. J'ai fait, comme l'image que vous avez vue précédemment, elle m'avait été quand même un peu inspirée par les cibles de Tousignan aussi, c'est-à-dire la forme ronde, de tableau rond. Donc moi, c'est pas... moi, je dirais pas que c'est pour moi, c'est pas un dialogue entre l'art et la science, c'est vraiment simplement la science vient, puisque c'est l'autorité qui nomme le monde, ben, je vais être capable de faire une image, même si les techniques sont similaires à celles de l'art, je vais être capable de faire une image en fait, qui parle du monde d'une manière différente, mais qui est actuelle aujourd'hui. Parce que c'est eux, en fait, qui nomment la manière dont on regarde les choses aujourd'hui. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui. Merci. Merci à vous tous pour ces excellentes présentations, discussions. Moi, j'aimerais beaucoup vous entendre sur, évidemment, un sujet qui me tient à cœur, puisque je travaille à la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, à l'Astrolabe. Et le thème a été abordé indirectement par un peu tout le monde. On parle de l'importance de l'image, on parle de l'importance du dessin, de la technique, des instruments. Donc, oui, effectivement, depuis Galilée, notre rapport au réel s'est médiatisé. Même avant, en fait, avec Galilée, chez les Grecs, il y avait le débat à savoir est-ce qu'on accède à la vérité du monde par nos sens ou par notre intelligence. Il y avait ce débat-là entre la rationalité et les sens. Et tout d'un coup, arrive Galilée et l'instrumentation. Et tout à coup, on réalise que pour accéder à la vérité du monde, on a besoin d'un média, d'un instrument. Et que ni seulement les sens, ni seulement la raison ne nous permettent d'accéder à la totalité de la réalité. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une abondance d'accès à l'univers par les images, par Internet, par les instruments, et que ce qui finalement est le plus menacé, c'est ce qui a donné naissance à cette grande aventure-là, c'est l'expérience purement visuelle et vécue du ciel étoilé qu'on a perdu aujourd'hui. Je suis sûr qu'en fait, il y a quelques générations à peine, ce qui était difficile, c'était d'avoir accès à des images de l'espace. C'était précieux, c'était rare. On avait accès au ciel étoilé. Aujourd'hui, on a plein d'images partout, mais on a perdu l'expérience vécue du ciel étoilé. Moi, quand je suis arrivé au Mont-Mégantic, je connaissais beaucoup l'astronomie. Ce que le Mont-Mégantic m'a appris, ce n'est pas l'astronomie, c'est le ciel étoilé. C'est l'expérience vécue des étoiles qui se lèvent et qui passent, des couchers de lune, des levées de lune, des aurores boréales, des satellites qui passent. Donc,
Bref, je serais curieux de vous entendre sur quelle réflexion vous avez par rapport à vous qui travaillez avec soit les images, soit les instruments, et tout ça, avec cette perte d'accès à la relation fondamentale au ciel étoilé et au cosmos. Ben, moi, j'en ai parlé un peu. Si je peux juste rapidement dire, moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Quand j'ai fait le projet sur les satellites, une de mes idées, c'était j'habite en ville et si je veux faire de l'astronomie, ben, la seule chose qui me reste, c'est la Station spatiale internationale que je vois bien passer au-dessus de chez nous. Un peu. Donc, c'est un peu cette idée-là de dire maintenant, le ciel étoilé urbain, ben, se compose de satellites. Là. Fait que ça, c'était quand même une espèce de... Puis j'étais aussi un peu, comme vous dites, en fait, c'est ce qui m'impressionnait quand on fait l'histoire de ces choses-là. La raison pour laquelle on a créé le chiffre 1 million, c'est pas parce qu'on comptait des moutons, on s'entend, hein, c'est parce qu'on comptait le nombre d'étoiles. Donc, l'arithmétique, il y a tellement de disciplines qui sont reliées à ça. La mythologie, la théologie, c'est un peu une espèce de monde sans fin. Puis moi, la réflexion de l'idée qu'on n'a plus accès à cette chose-là, quand même assez fondamentale. Là. Puis ça fait partie de mon projet, plus j'y pense, en fait, en refaisant ce texte-là, sur le Mont-Mégantic. C'est-à-dire de quand même commencer par regarder ce qu'on voit sans outils. Je vais te relancer un peu. On vit une époque assez particulière que tu as bien décrit. On a accès à toutes ces images sur Internet, mais on a perdu le contact direct avec le ciel. Et parallèlement à ça, il y a une espèce de résurgence de ces théories de la Terre plate, mais c'est sérieux, et de ce monde géocentrique, n'est-ce pas? C'est assez amusant de constater là, que malgré l'abondance d'informations, ces vieilles idées reviennent, et en partie, c'est parce qu'on n'a plus le contact avec le ciel. On ne perçoit plus notre place dans le cosmos. On va en ville, puis effectivement, à part la Station spatiale internationale, puis le soleil qu'on voit dans le ciel, là, puis même à ce moment-là, on ne voit même pas le mouvement du soleil, n'est-ce pas? Je veux dire, il est là ou il est là, mais on n'a pas porté attention au fait qu'il a bougé, en fait. La Terre a tourné, n'est-ce pas? Alors, c'est un problème, ce genre de choses. Je vais revenir un peu avant, il y a eu une discussion. Les images en astronomie, bon, elles fascinent le public, elles jouent un rôle. Pour des scientifiques, pour des gens comme moi, c'est la façon de communiquer avec les gens. C'est la façon de leur faire apprécier ce qu'est la science, ce que l'on fait. Et dans le cas de l'astronomie, ça marche très bien parce que visuellement, les objets sont beaux. Il y a une certaine esthétique aux formes, les couleurs qui sont manipulées, on le sait très bien, nous on le sait, mais elles jouent un rôle et le public aime l'astronomie. On est fasciné, on est époustouflé par les millions et les milliards de galaxies et les distances, mais les gens en redemandent, n'est-ce pas? Je veux dire, et ça se traduit aussi bêtement que dans la couverture médiatique. Moi, j'ai longtemps interagi, en fait, je fais souvent des tournées des médias, et je me souviens d'un vieux... un vieux journaliste scientifique, Réal d'Amour, qui couvrait, il couvrait le sida, la religion, puis les sciences. C'était un drôle de... Enfin, c'était son créneau, là, à une époque. Mais j'ai beaucoup discuté avec lui parce qu'il couvrait les sciences, et il m'avait fait réaliser, j'étais jeune à l'époque, il m'avait fait réaliser, il dit, vous avez aucune idée à quel point votre science, l'astronomie, les astronomes, vous êtes des super vedettes, vous êtes surmédiatisés. Il dit, quand on regarde la couverture de tout ce qui s'appelle science, que ce soit dans les journaux, à la radio ou à la télévision, la couverture de la science se fait de la façon suivante. Il y en a la moitié, c'est tout ce qui touche la santé. Donc, c'est la biologie, la santé, les médicaments, c'est tout ça. Il dit, l'autre moitié, c'est séparé en deux. 25%, ou en fait, la moitié de 25%, c'est de l'astronomie. Puis le reste, l'autre 25%, c'est n'importe quoi d'autre. C'est n'importe... En termes de nombre d'astronomes, il n'y a pas tant d'astronomes que ça. 20 000 astronomes dans le monde, peut-être 30 000, mais il n'y a pas tant d'astronomes que ça. Il y a beaucoup plus d'autres sciences qu'il y a d'astronomes, mais nous sommes surreprésentés
Et il me l'avait dit, c'est parce que vous avez des images sexy, vous avez un bon produit, vous pouvez vendre un produit qui est visuellement attrayant et le discours qui est rattaché à ça, sous-jacent, mis à part l'image, lui aussi il est attrayant. Il fait rêver, c'est grand, c'est loin, c'est gros, c'est la combinaison des deux. Alors l'image vient en support de ça. Et je dois admettre, et Jason avait mentionné ça, qu'il y a un danger où l'image supplante la réalité, n'est-ce pas? Combien de fois, j'ai beaucoup apprécié quand il a présenté ces images de when you showed the Kepler 186F. About four or 5 years ago, when it became popular, the fact that we found this first planet, Earth-like planet. I was interviewed in Montreal in a studio and before going on the air, on TV, we had this huge screen with the Kepler 186F image. And the reporter, we were talking and said, wow, that's a great picture of an exoplanet. And I had to explain to him, it's an artist's concept. But you see, there's a danger exactly in this. The fact that not only there's a danger using images, but the word that we use, that we used to describe this. It's an Earth-like planet. It looks like the Earth. Immediately people think water and air and plants and stuff like that. So there's a danger in using the image and vocabulary that surrounds this. That was part of my questioning, because I think that maybe if we showed more graphs and more boring stuff, apparently, but maybe people would understand better how hard it is to find exoplanets and how incremental each new discovery is. But I guess that, images sell better. I like that, showing graphics. But then the person talks about needs to be much better. Yeah, and we need more scientific communicators on TV, on the radio, explaining stuff. That actual graphic talks about an actual reality that is X distance from us. So I had quite a disagreement with a colleague of mine about, I guess it was about 2 years ago. They were announcing this new planet that was discovered, and they did all this artistic work, and they put it out. And they described it as the most Earth-like planet ever found, with this picture of planets that had these volcanoes on it, and lightning, and all sorts of other things going around on it. And the person that was presenting it, I think sometimes when you stand in front of a camera, you get a little bit in awe of what it is, and you want to take more of it in. And they were willing to basically tell the audience whatever it is they wanted to hear. Down to the lines of that, this planet, we know so much about it that it must have these volcanoes and things and stuff that were on it. And he was saying this to the press, and I was just like, oh, I sat back, and I just really wanted nothing to do with it, because there was nothing there that could be proved. In fact, I argued with them, and I argued with the press afterwards, that you shouldn't even call this planet anything like the Earth based on our knowledge of it. It was something that was twice the size of the Earth, and that's all we knew. And when you get to something that's twice the size of the Earth, it doesn't mean the mass goes up by a factor of 2. Masses tend to increase more exponentially because it's a volume and things compress. So likely this planet was probably 10 to 20 times more massive than the Earth to begin with, which means the gravity on that thing is heavy and crazy. And all that extra energy that comes into it, well, if there is a volcano on it, it's probably insane, right? It's probably the worst place in the universe that you want to go live. And yet, here is this scientist who works for NASA, is sitting in front of the cameras and telling them everything they want to see, that this is like the most Earth-like planet ever found. And you just like pull your hair out and you want to disagree with. So it's a slippery slope. And I cautioned on this earlier that we don't want to over-abuse these terms, saying, this is the most of this is like the Earth of that. We really need to, and it comes back a little bit to what you were saying. It's not so much of
It's asking the why. Like, why are we doing this question? And I think if we can answer the why question better, we'll do a better job of explaining what it is we've learned to the public, as opposed to these like incremental dots on a page sort of thing. So why is such a Actually, hard what that question? reminds me of too is the moon map. You know, the ocean of storms. As soon as we see something in the sky, it's like, oh, must be like Earth. Martians, of course, they're canals. We see what we want to see. And the first thing that we do, we imagine any alien with 2 feet and little pointy ears. Everything looks like us. We look out there. That's the thing with SETI. We're looking for aliens, but really we're looking for ourselves. We're always projecting. And the fun thing with astronomy for me is that I'm hoping we find something else. I don't want to spend all that money and then find something that looks like Earth. I'm already here. Show me something else. What new do you got? So that's what I want to see. Et juste pour prendre une seconde, j'avais une autre idée pour votre question. Une bonne façon, ça serait d'avoir plus de télescopes dans les écoles, parce que voir Saturne à travers un télescope, même si on a déjà vu toutes les belles images de Hubble, quand j'ai travaillé avec la race, mon club d'astronomie, ce qu'on fait, on prend nos télescopes et les met sur les trottoirs ou devant une librairie pour la journée de l'astronomie. Puis on dit, vous venez ce soir, on va vous montrer les astres. Puis les gens viennent, les adultes, puis OK, qu'est-ce que tu as? J'ai Saturne. Ils regardent, ils ne viennent pas. Ils pensent que j'ai collé quelque chose en avant, parce qu'on voit tout, on voit des anneaux. Ils quittent, ils reviennent avec leurs enfants, puis on regarde, et ils sont tellement comme bouleversés, excités, il y a telle énergie, c'est une petite tâche avec un anneau. Et c'est 10 fois plus meilleur qu'une photo, parce que c'est 2 choses, c'est du vrai. Et aussi, quand j'ai une dobsonienne, donc il faut que je déplace de temps en temps pour Saturne reste au centre, ils disent, c'est parce que Saturne bouge. Je dis, non, c'est la Terre qui bouge. Tu ne le sens pas, mais tu vois la Terre bouger. Et tout à coup, ça devient une expérience. Regarder, c'est passif. Mais regarder à travers un télescope, c'est actif. On est là-dedans et c'est un transporteur. C'est comme on devient un astronaute. Et c'est ça ce que j'aimerais voir. Beaucoup, beaucoup plus de télescopes partout. Et des cours d'astronomie comme au secondaire, pas juste à l'université.